avant que j'en donne l'ordre. Oh, je dirais que la première chose qu'on devrait apprendre, si ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça, c'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Mais imaginez déjà ce que pèse le mot « savoir ». Oui. Lorsqu'on dit « savoir », c'est joli, mais lorsqu'on dit « le savoir ». Oui, c'est ça. Le besoin de connaître, c'est déjà... Les savoirs. Mais moi, je pense, n'est-ce pas, imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ben, ça serait le désastre social total. Il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido scienti, comme disent les gens savants. Donc je ne suis pas. À votre avis, Michel? Bon, je suis désolé, je n'ai pas résisté en fait à commencer cette série de conférences par cet extrait de Michel Foucault, qui en 1975, dans une émission que certains ont peut-être connue, Radioscopie, exposait de manière finalement assez libre sa conception du savoir, mais aussi la façon dont il entendait le délivrer et le diffuser. Pourquoi parler de Foucault? Parce que finalement, en 1975, il se pose des questions qui sont assez analogues à celles qu'on se pose aujourd'hui. Foucault parle à la radio, il assure des cours au Collège de France, il a aussi, avec le campus de Nanterre, ouvert très largement les vannes du savoir, et voilà, se pose à lui des questions très simples. Comment transmettre de façon érotique, ce ne sera peut-être pas notre cas aujourd'hui, mais comment en tout cas transmettre de façon appétissante ce savoir, ces savoirs savants qu'il maîtrise. Alors c'est une question que se pose Foucault, mais en réalité c'est une question qu'on s'est posée à Limoges bien avant, puisqu'il y a à Limoges une tradition ancienne de cours populaires, de conférences publiques, et qui naissent en réalité à la toute fin du XIXe siècle avec la création de ce qu'on a appelé les universités populaires. Alors, il en reste dans la ville quelques traces, les UP, qui sont devenues tout autre chose, mais à la fin du XIXe, ces institutions qui sont placées en différents points de la ville et en réalité placées dans les quartiers populaires font quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On fait venir... Alors, pas les enseignants de l'université, puisque l'université n'existe pas à ce moment-là. On fait venir les professeurs de lycée, on rassemble la population et on discute. Et à l'époque, on discute de politique, on discute de l'affaire Dreyfus, par exemple, on discute de littérature, on parle de Zola. Et puis, la discussion se crée, l'échange se fait, et puis finalement, l'expérience tourne court assez vite. À la toute fin du XIXe, et puis au début du XXe siècle, on finit par dire aux enseignants du lycée Gay-Lussac qui viennent « Bon, vous êtes bien gentils, mais nous, on a surtout envie de discuter entre nous et d'échanger sur les choses qui nous plaisent. » Et donc, on les convie à prendre la porte, on achète des livres, on crée d'autres façons, finalement, d'échanger le savoir. Alors le contexte est différent et j'espère bien ne pas être mis à la porte trop tôt par vos soins, puisque j'ai l'ambition de vous réunir pendant au moins un semestre, donc 6 séances. Et je remercie vraiment très chaleureusement la BFM de nous donner cette occasion d'élargir un peu le cercle habituel, ce qui, moi, m'a poussé à transformer pas mal de choses dans le cours que je vais donner aujourd'hui, mais qui va aussi nous permettre d'élargir
les modalités et les formes de l'échange. Donc je remercie Boris qui s'occupe de la technique aujourd'hui, puis je remercie l'équipe de la BFM et notamment Caroline Beaujard et Julien Barlier qui ont rendu possible voilà, les conditions qui nous réunissent aujourd'hui. Bien, alors ce premier cours, voilà le cours, le titre d'aujourd'hui. Je précise pour les étudiants, voilà, parfois je soulignerai un petit peu ce qui a marqué, ce qui voudra dire pour eux, notez ce qui a marqué derrière moi. Les autres, vous êtes suffisamment âgés pour décider de ce que vous notez. Donc aujourd'hui, c'est une introduction à l'histoire des politiques culturelles. Autrement dit, de manière vraiment très très simple, on va poser des jalons chronologiques, dire dans le fond de quoi nous allons parler pendant ce cycle de conférences, et quelques jalons théoriques, autrement dit, comment allons-nous parler de ces questions de politique culturelle. Alors je vous donne notre plan de vol, qui est finalement... ah oui, j'avais prévu une photo de Michel Foucault, parce que non seulement je ne peux pas m'empêcher de faire entendre Michel Foucault, mais dès que je peux glisser une photo de Michel Foucault, en public, je le fais. Peut-être que je la remontrerai plus tard d'ailleurs. Juste entre parenthèses, vous notez quand même, on est en 75, à la fois la qualité du débat sur une chaîne de radio publique et la grande liberté finalement des thèmes que Foucault se sent totalement autorisé à aborder. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en épluchant même les meilleurs des podcasts, on trouve des choses qui soient de cette qualité-là. Et je vous engage à explorer, comme des archéologues du savoir, pour reprendre une expression de Foucault, des outils comme YouTube, qui sont des archives, qui nous offrent des archives extraordinaires sur la constitution de ces savoirs savants dans les années 70 et 80. Mais j'en parlerai aussi à la fin de cette séance. Alors voilà le plan de vol pour les 6 séances avec les dates. Donc si vous avez des voyages prévus, si vous avez des rendez-vous importants, je propose d'annuler et de faire en sorte d'être là le 16 octobre, le 20 novembre, le 27 novembre, le 4 décembre et le 11 décembre. Alors j'ai prévu une séance avec Alain Vandermalière, le président des Franco. Je l'ai mise le 11 décembre, mais il est possible qu'elle se situe à un autre moment en fait, de ce petit cycle, qui a une structure très simple en fait. On va d'abord avoir des cours sur les politiques culturelles en France, un ministère pour la culture, 1958-1981, ce sont des découpages en fait très classiques dans l'histoire des politiques culturelles. Il n'y aura rien de révolutionnaire dans ce que je vais vous présenter. Un cours le 20 novembre qui lui sera consacré à ce que les historiens appellent l'état culturel, donc la création de cette machine extraordinaire et dont beaucoup finalement ont aujourd'hui la nostalgie, ce ministère de la Culture qui dans les années 80 se met à toucher à énormément de choses. Et puis ensuite, je propose trois séances qui sont peut-être plutôt des séances thématiques, après des séances chronologiques. Une séance sur le soft power et la diplomatie culturelle. On aura beaucoup parlé de la France jusqu'au 20 novembre, donc on va un peu s'intéresser à ce qui peut se passer ailleurs. Une séance qui s'appelle « Comment résister par la culture », où on reviendra en France, mais où on s'intéressera à beaucoup d'autres cas. Je parlerai beaucoup de la commune pour cette séance et du travail de Christine Ross. Et puis enfin, administrer la francophonie pour l'interrogation. Une question qui finalement agite beaucoup d'esprit à Limoges, autant du côté du Festival des Franco que du côté de l'université, où la question de la francophonie, de son accompagnement, est devenue une question pour nous de politique culturelle majeure. Donc voici le plan de vol que je vous propose. Je ne pense pas le modifier. Après, peut-être qu'au gré des discussions que nous aurons, il y aura des petites choses qui pourront bouger. Je précise aux étudiants qu'il y a aussi des séances entre ces séances, qui sont plutôt des séances de méthodologie, des séances qui en réalité étaient suffisamment ennuyeuses pour qu'on épargne le reste du public, et qui se tiendront, elles, de façon beaucoup plus classique et à des horaires de bureau normaux pour nous, donc à la faculté des lettres et des sciences humaines, entre 14 et 16 heures, ou entre 16 et 18 heures. Si certains d'entre vous veulent aussi assister à ces séances qui seront un peu plus des séances de méthodologie, où on va manipuler des sources,
on va parler des notions de façon un peu plus en profondeur. Vous êtes les bienvenus, vous venez me le dire à la fin du cours, et puis je vous tiendrai au courant de ces séances interstitielles ou intermédiaires. Mais avec ce plan de vol, déjà, avec ces 6 séances, vous aurez un survol assez large et assez complet de ce que sont les politiques culturelles et de la façon dont les historiens les traitent aujourd'hui. Alors, à peine ai-je posé ce plan que tout de suite se posent devant nous 2 massifs énormes, 2 problèmes en réalité, et 2 problèmes qui font écran à la bonne appréhension de cet ensemble. Qu'est-ce que c'est que la culture et qu'est-ce que c'est qu'une politique? Qu'est-ce que c'est que mener une politique sur un domaine? Alors pourquoi je dis que ce sont 2 massifs énormes qui se posent devant nous et qui, d'une certaine façon, font écran? Eh bien, parce qu'on va se rendre compte aujourd'hui que la définition de ces termes, notamment la définition de la culture ou des cultures, mais aussi la définition des politiques culturelles, ce sont des notions qui ont énormément changé à travers le temps, énormément changé dans des tempos très rapides. Pourquoi je dis aussi qu'elles font écran? Parce que vous, comme moi, nous avons chacun une définition de ce qu'est la culture. Nous avons même une idée très précise de ce que nous considérons comme culture. Nous avons chacun nos petits ou nos grands périmètres. Et ça, fatalement, ça fait aussi écran. Et ça ne correspond pas de manière systématique à ce que l'État, lui, envisage comme culture. Quelques exemples. Si je vous montre ce graffiti de Banksy, qui date de 2011, qui a été repéré à Londres, j'imagine que pour certains d'entre vous, oui, je pense savoir qui, certains d'entre vous se mettront à genoux devant Banksy, d'autres diront, bon, voilà, un graffiti, est-ce que ça peut être un objet de politique culturelle? Est-ce que c'est de la culture? Je n'ouvrirai pas le débat, je vous laisse simplement appréhender la question. Autre chose, est-ce que ça c'est de la culture? Vous reconnaissez peut-être, je fais un petit peu de provocation exprès, vous l'avez compris, donc c'est le carré blanc sur fond blanc qui a beaucoup fait couler d'encre en 1918, Malevich. Pour certains, ce n'était pas de la culture, ce n'était pas de la peinture, c'était autre chose. Bon, évidemment, il y a tout un processus d'institutionnalisation assez lourd, assez lent, je l'évoquerai tout à l'heure, qui fait que nous finissons par penser que quelque chose est culture, parce qu'on le retrouve dans les collections d'une bibliothèque, parce qu'on le voit au musée, parce qu'entre amis, on partage le plaisir de discuter sur ces œuvres. Plus difficile. Si j'ajoute une photo d'André Verschuren, j'ai jamais su, Verschuren. Voilà. André Verschuren, culture, pas culture, compliqué, hein. Bon, pour moi, c'est de la culture en tant qu'historien de la culture, et je pense que c'est même plus intéressant en fait que Malevich d'étudier Verschuren. Alors malheureusement, je n'aurai pas l'espace lors de ces cours de vous parler d'André Verschuren, mais sachez qu'à l'Université de Limoges, dans une tradition qui était très largement fondée par Hélène Constant, que certains d'entre vous ont peut-être connue, qui a été une figure à la fois politique et culturelle majeure de cette ville. Et si nous sommes ici aujourd'hui dans cet endroit, c'est très largement en fait grâce au travail d'Hélène, à son travail politique. Eh bien, elle a fondé à Limoges une tradition qui remonte aux années 80 de travail sur ce qu'on a appelé les objets illégitimes. Donc, à l'université à Limoges, si je vous dis André Verschuren, tout le monde vous répondra oui, c'est de la culture. Je ne suis pas sûr qu'à Paris 3, on vous dise oui, Verschuren, c'est de la culture. On vous demandera peut-être simplement de circuler. Et puis, il y a des figures qui évidemment font consensus. Mozart, est-ce que c'est de la culture? Oui, a priori, c'est de la culture. Mais on verra aujourd'hui que, en réalité, ça n'a pas toujours été si facile que ça pour Mozart d'être reconnu comme une figure culturelle centrale et majeure. Bien. Je fais finalement ce que font les historiens comme un réflexe. Je relativise les notions, les représentations que nous pouvons avoir, avec l'idée de réussir à vous convaincre que tout ça correspond à ce qu'on appelle des constructions sociales. Je demanderai aux étudiants de noter ce terme-là, celui de construction sociale. Et ces constructions sociales, puisqu'elles sont constructions, elles évoluent, elles changent avec le temps, avec des effets
d'aller, de retour, d'oubli. Il y a des figures qui émergent et qui disparaissent. Bien, donc un débat difficile, d'accord, c'est quoi la culture, c'est quoi la politique. Il y a un autre problème, qui est un problème sur lequel Pierre Bourdieu a fini sa carrière, c'est quoi un État? Parce que finalement, si je parle de politique culturelle, je vais essentiellement parler de l'action de l'État. Vous irez voir, les collections de la BFM sont là pour ça, je ferai référence à des ouvrages qui sont toujours dans les collections, vous irez voir l'épée pavée sur l'État, voilà, les cours au Collège de France donnés par Pierre Bourdieu, passionnant. Voilà. Et à la fin de sa vie, il s'attaque à ce sujet qu'il n'a pas réussi à définir de façon pleine. Vous apprendrez plein de choses, mais honnêtement, à la fin, vous n'arriverez toujours pas à définir ce que c'est qu'un État. Pour nous, c'est problématique. Ça va être l'acteur majeur de l'histoire que je vais raconter. C'est l'État qui va être central. Bon. Le meilleur sociologue du XXe siècle s'est cassé les dents en essayant de définir ce qu'était un État. Donc on voit qu'on est face à des problèmes qui sont des problèmes bien plus gros que nous, finalement, et des problèmes qui vont parfois freiner notre bonne compréhension du sujet. Donc, il va falloir tricher. Vous l'acceptez, hein, qu'on triche pendant qu'on triche pendant ces 6 séances. Il va falloir tricher et donc utiliser des notions. C'est à ça qu'elles servent. Elles servent de raccourci. Et une notion va nous être très utile pendant ces 6 séances. C'est une notion qui a été utilisée par Vincent Dubois, qui est un excellent spécialiste des politiques culturelles, qui lui parle d'une catégorie d'intervention publique. Voilà, la catégorie d'intervention publique, c'est cet outil théorique qui va nous permettre de comprendre que, ah oui, l'État est en train de s'emparer des questions culturelles et va nous alerter sur le fait que quelque chose se passe. Alors vous l'avez compris, c'est une histoire très française qu'on va se raconter, au moins pendant les premières séances, avec cette idée que la France constitue très largement une exception dans la conduite des politiques culturelles. Alors j'essaierai de vous convaincre aujourd'hui, de commencer à vous convaincre aujourd'hui que certes, c'est une exception, mais j'aimerais que vous notiez tout de suite que c'est une exception qui est mondialement déterminée. C'est parce que d'autres choses se passent en même temps sur la planète que la France finit par construire une politique culturelle qui lui est propre. Ce n'est pas le génie français qui, d'un seul coup, émerge et se met à administrer la culture aux alentours. Il y a de la géopolitique dans tout ça, mais on commencera à en parler aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on s'accorde sur un mouvement de balancier et une articulation en 3 parties. Si vous comprenez les deux, vous arriverez à me suivre pendant l'heure qui vient. Si vous n'arrivez pas à me suivre, si vraiment c'est compliqué, vous me faites des grands signes d'alerte. Je ne ferai rien pour vous, mais au moins je saurai que tout le monde ne suit pas. D'accord ? Bien, alors le mouvement de balancier, c'est le suivant. Mouvement de balancier à comprendre dans les relations entre pouvoir et culture. Premier mouvement, l'impossible indépendance du monde des arts sous l'Ancien Régime. Voilà, ça c'est l'étape initiale qu'il va falloir comprendre. Pourquoi je dis mouvement de balancier ? Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se crée au XIXe siècle ? C'est la construction de ce que les sociologues appellent un champ autonome, celui de la culture, qui va susciter ses propres codes, ses propres règles, ses propres critères de reconnaissance. D'accord ? Donc l'Ancien Régime, l'impossible indépendance, je vais la détailler dans la première partie. Et puis ensuite, le XIXe siècle invente un champ artistique. En réalité, il en invente plein. Il invente la peinture comme un champ, il invente la musique comme un champ, etc. etc. Champ, c'est H-A-M-P, comme un champ. Et puis, mouvement de balancier final, pour nous en tout cas aujourd'hui, on verra qu'il y a beaucoup d'autres mouvements de balancier au cours de ces 6 séances. Le retour du politique et l'État, en fait, au XXe siècle, qui va constituer une sorte de monopole dans l'action sur la culture. L'État va devenir un acteur majeur, ce qui pose en réalité plein de problèmes. Finalement, on est dans un pays où l'État, par la commande publique,
par la constitution de collections, en dotant tel ou tel artiste, en dotant tel ou tel événement, décide ce qui est culture. Voilà. Bon, on peut estimer que c'est super, hein. L'État investit dans la culture, donne de l'argent à la culture, mais en même temps, c'est aussi la création d'un arbitraire. Ça pose problème, en fait. Hein. Bon, si ça pose problème, c'est bien, ça donne de la matière pour les historiens. Donc vous avez saisi le mouvement de Balancier, hein, l'Ancien Régime. Je m'attarderai sur les dernières décennies de l'Ancien Régime. Le 19e, la tentation de l'autonomie, finalement, et ensuite le retour de l'État comme acteur majeur, fracassant, central, total, quoi, qui finit par avaler énormément de choses qui traitent de la culture. Vous avez assez vu André Verschuren, moi aussi. Et donc voici les trois parties que je vous propose pour l'heure qui nous reste, à peu près. Voilà. Après, on discutera. Donc, les arts sous l'Ancien Régime, l'État, l'art du passé, celui du présent, et enfin l'impossible définition de la culture. En dernière partie, on discutera un petit peu des évolutions sémantiques autour de cette question de la culture, et je vous propose que dès cette troisième partie, on commence à ouvrir un peu la discussion et à échanger entre nous. Alors, première partie donc. C'est bon pour toi? Je ne vais pas trop vite, ça va? On est... Oui? Bien. Pas de signe d'alerte, donc je continue. Donc première partie, les arts sous l'Ancien Régime. Alors, en général, les ouvrages qui traitent des politiques culturelles commencent plutôt avec les années 1930. Pourquoi? Parce qu'au moment du Front populaire, j'en parlerai un petit peu plus tard, il y a quelque chose qui se concrétise autour des questions culturelles. Donc le rythme en général, c'est celui-là. On parle des années 30, le Front populaire, mais aussi la constitution dans d'autres pays d'organismes d'État pour guider les questions culturelles. Et puis, on passe tout de suite aux années 40-50, où de grandes institutions internationales commencent à s'intéresser aux questions culturelles. L'UNESCO, par exemple. Donc en général, on commence là. Donc c'est une histoire qui appartient à ce que Eric Hobsbawm appelle le court XXe siècle. Pour Hobsbawm, le court XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale et ce qui va entre la Première Guerre mondiale et la chute du mur. Voilà, c'est le court XXe siècle. Et il explique très bien comment le tempo s'accélère à ce moment-là. Bon, pour les politiques culturelles, c'est le court XXe siècle. On ne commence même pas avec la Première Guerre mondiale, on commence un peu plus tard. Et effectivement, il y a, on va dire, une quarantaine d'années, 4 décennies, qui sont des décennies échevelées en matière de construction de politique culturelle. C'est incroyable ce qui se passe à cette époque-là. Et c'est toujours très touchant de discuter avec des personnes qui ont traversé cette époque-là, qui ont vécu cette période-là de construction assez folle, et on comprend leur nostalgie. Quand Alain Vandermerlière sera notre invité au mois de décembre, on le fera parler de francophonie, on essaiera aussi de le rattraper vers l'autre versant de sa vie, qui a été être un administrateur de la culture en France. Et vous verrez, voilà, j'espère que vous aurez les larmes aux yeux sur ces séances, vous verrez comment il parle de la constitution de ce nouveau domaine, de ce sujet tout neuf. Donc, en général, on part de là. Le tropisme de l'historien, c'est toujours de regarder un petit peu plus en arrière, et je vous propose de commencer avec l'Ancien Régime. Quelques notes de musique pour se mettre dans l'ambiance, ça va me permettre de boire. Hops.
moins brutal hein, de Mozart. On s'attaque quand même, hein. On est dans un grand amphi, il faut qu'on en profite, on a du son qui est correct, donc on écoutera quelques extraits. Alors pourquoi parler de Mozart tout de suite? Parce que Mozart a intéressé deux sociologues, Norbert Elias d'une part, Howard Becker de l'autre, et Mozart, vous allez le voir, c'est à la fois le génie musical qu'on connaît, etc., mais pour nous, c'est un cas d'étude sur quels sont les rapports entre les arts et le pouvoir à la fin de l'Ancien Régime. Cet extrait, il est intéressant, et puis le film Amadeus, dont j'ai choisi ici de mettre une image, met en scène des éléments que je vous engage en fait à chercher en regardant à nouveau Amadeus et en essayant de le regarder avec un œil politique, en s'intéressant à la façon dont le film met en scène les relations de pouvoir finalement entre Mozart et puis ceux qui financent finalement les activités de Mozart. Pourquoi sont des livres intéressants, les livres de Becker et le livre de Norbert Elias? Parce que finalement, ils font la sociologie d'un génie, hein, c'est même le titre de l'un des deux livres, je vous donnerai les références à la fin. Autrement dit, ils cherchent à expliquer, ils cherchent à montrer les déterminants qui amènent à l'explosion finalement d'un talent génial, qu'on considère génial a posteriori. Hein, ça, vous pouvez le noter aussi. Vous le savez, Amadeus le montre très bien. Mozart n'est pas reconnu pleinement comme un artiste génial de son vivant. Il faut des institutions, il faut des formes de validation culturelle qui vont instituer, vous pouvez noter le terme aussi, hein, qui vont instituer un génie. Donc un génie, ça se fabrique, contrairement à ce que les mélomanes peuvent penser, et contrairement à ce que nous pouvons penser. On écoute Mozart, on trouve ça génial, mais derrière, il y a des formes de construction. Alors, que nous montre Mozart? En fait, la vie de Mozart nous montre que sous l'Ancien Régime, l'art de vivre noblement impose à ce qu'on appelle à l'époque les gens de qualité, donc qui sont des personnes qui vivent de leur rente, hein, l'aristocratie, de s'entourer de musique et de s'essayer éventuellement aux instruments. Donc dans ce monde ostentatoire, fondé sur le luxe, fondé sur la représentation, l'art musical a une fonction sociale. Il sert finalement à montrer la renommée, la magnificence des nobles les plus fortunés qui servent de mécènes en fait à un certain nombre d'artistes. Les arts et la musique donc ont une fonction sociale et il revient donc à l'artiste de plaire à ceux qui le financent. Hein. Et donc on peut relire toute l'œuvre de Mozart, en tout cas jusqu'à la rupture de 1781, comme une manière de tenter de plaire au goût de l'aristocratie de l'époque. Il y a un jeu finalement entre des formes d'expérimentation, des avancées, et puis il faut bien manger, donc il faut plaire à ceux qui vous financent. Voilà. L'œuvre de Mozart, elle est aussi traversée par tout ça. Alors, que nous montre la vie de Mozart? Bien, elle nous montre que la multiplicité des petites cours en Italie, plus largement en Europe, crée les conditions par la concurrence pour que finalement de nombreux musiciens réussissent à trouver un emploi. Voilà. Et on explique de cette façon, par les conditions sociales, que l'époque soit une époque plutôt florissante, on en conviendrait, hein, dans la création musicale. Le volet un peu plus tragique, c'est quand on regarde la vie, enfin plutôt la mort de Mozart. Pourquoi? Parce que la trajectoire sociale de Mozart montre finalement qu'un artiste, à cette époque-là en tout cas, il peut faire plein de choses, sauf se détacher des pouvoirs. Mozart, vous le savez, si vous avez vu Amadeus, si vous vous intéressez un petit peu à la musique, il finit par claquer la porte à Salzbourg, estimant que voilà, il a quand même un autre statut, quoi. Hein. Et donc, il décide de tenter sa chance comme artiste indépendant. Il va travailler avec un certain nombre de salles privées, et puis il va tenter de vendre aussi une part de sa musique, vendre les partitions. Problème pour Mozart,
l'imprimerie de masse, voilà, celle qui va inonder l'Europe de papier, c'est quelques décennies plus tard. Hein. Il y a des inventions majeures qui permettent tout ça. Il y a aussi une libération de la censure qui s'opère doucement en France, en Europe, pardon, au XIXe siècle. Donc, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour que Mozart puisse vivre de façon indépendante. Donc, il réussit temporairement à susciter des formes d'appui. Et puis, ben voilà, l'indépendance ne fonctionne pas. Fin tragique, en fait, hein, de Mozart, qui disparaît en 1791. Donc, la leçon à retenir, pour être un artiste, sous l'Ancien Régime, 1, on plaît à l'aristocratie, et 2, il faut être socialement suffisamment habile pour, en étant un bourgeois, ce que sont les musiciens, se faire entendre et se faire comprendre par l'aristocratie et par les codes de la cour. Il y a quelques scènes, vous vous souvenez un petit peu d'Amadeus? Vous l'avez vu ou pas? Je me tourne notamment vers les étudiants étrangers. Amadeus, ouais, ça vous parle, hein. Il y a des scènes qui mettent où on voit la grossièreté de Mozart. C'est une grossièreté qui est perçue par l'aristocratie en réalité, hein. On le perçoit comme un être un peu frustre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas issu de l'aristocratie. Alors, ces liens avec le pouvoir, Mozart n'est pas les seuls à les expérimenter. Je montre ici Voltaire. Hein. Je montre ici Voltaire surtout et Frédéric II. Bon, et les exemples, je pourrais les multiplier à l'infini, et on voit bien que tous ceux qui ont des carrières un peu difficiles, maudites, hein, on voit les difficultés de Rousseau par exemple, hein, à certains moments de sa vie, on voit qu'à chaque fois les difficultés elles naissent d'éloignement avec l'aristocratie et d'éloignement avec des bailleurs de fonds potentiels. Deuxième mouvement, l'État, l'art du passé et celui du présent. Bien, j'ai décrit le système, j'ai décrit très rapidement, hein, mais on pourra détailler après pendant les questions. J'ai décrit le système des petites cours européennes. Regardons un petit peu ce qui se passe en France, où en général, on retient une date comme date fondatrice. Je suis pas trop, moi, pour une histoire très, très chronologique, hein. Je suis plutôt pour une histoire problème, quoi, hein. Essayer de comprendre des mécanismes plutôt que d'aligner un certain nombre de dates. Mais il y a une date qu'on retient en général, 1664. Pourquoi? Parce que c'est la création de la surintendance générale des bâtiments du roi, des arts et des manufactures. Donc 1664, pourquoi c'est une date importante? Parce qu'on estime que c'est un des tout premiers signes de ce double legs que va laisser l'Ancien Régime en France. 1, l'affirmation de l'État comme mécène. Beaucoup diront, dans les années 80, feront des parallèles entre la politique culturelle et puis ce qui pouvait exister sous l'Ancien Régime. Et 2, la centralisation culturelle. L'idée que l'État, mais l'État à Paris, quoi, prend la main sur les questions culturelles. Alors, on note en général 1664, et puis immédiatement, on en ajoute une autre, 1790, la période révolutionnaire, à la fois parce qu'elle voit l'invention d'institutions nouvelles, mais surtout, elle voit des réorientations politiques extrêmement profondes. Là encore, je vous donne les dates qu'on donne en général. Pourquoi 1790 ? C'est la création des archives nationales. C'est aussi la création de la bibliothèque de la nation, l'ancienne bibliothèque du roi. C'est la future bibliothèque nationale, et donc la future bibliothèque nationale de France. Et puis, on donne aussi, 1793, le Muséum central des arts de la République, le Louvre. Bon, il y a les dates, et puis
il y a les mécanismes, il y a les processus qui sont ceux que l'on va essayer d'expliquer. En fait, l'État invente à ce moment-là plusieurs choses. Il invente de façon nouvelle la notion de patrimoine national, et c'est finalement la concrétisation de plusieurs ambitions. Bon, d'abord, il y a une forme de rationalisation administrative, clairement, dans cette mainmise nouvelle de l'État. C'est la naissance d'une bureaucratie nouvelle aussi. Certains parmi vous, j'imagine, sont des cadres du monde de la culture, ou l'ont été, ou sont des fonctionnaires. Vous savez très bien comment les choses fonctionnent. On crée l'administration, on crée donc des savoir-faire, on crée donc des corps d'experts, et d'un seul coup, ce qui était ce qu'on peut appeler l'invention d'une tradition, l'invention d'un patrimoine national, donc ce qui est du registre de l'idée, devient, de façon extrêmement concrète, une politique en acte et une politique incarnée. Elle est à la fois tenue par des lieux, mais elle devient aussi incarnée par des personnes qui vont être les experts pour l'État des questions culturelles. On connaît les premières figures principales. Ludovic Vitet, V-I-T-E-T, le premier inspecteur général des travaux historiques, suivi en 1834 par une figure bien plus illustre encore, Prosper Mérimée. Alors nous, on aime l'idée, quoi, on retient ça. Finalement, on a quelqu'un qui est un homme de lettres, qui assume des fonctions qui sont des fonctions administratives, mais il faut comprendre le processus qu'il y a derrière. En fait, l'important, c'est pas tant Vitet ou Prosper Mérimée que le titre, inspecteur, je reprends le titre précis de l'époque, inspecteur général des travaux historiques. On crée des corps qui sont finalement des corps d'experts et qui vont incarner cette politique. Pour qu'il y ait aussi les linéaments d'une politique d'État, il faut également des budgets. Et là, les historiens ont cherché dans les archives économiques de la France du XIXe siècle, et la date qu'on donne en général, 1819. 1819, pourquoi ? C'est l'apparition d'une première ligne assez timide consacrée au budget de la protection des bâtiments historiques. Alors on pourrait voir aussi, dans cette bascule dont vous avez compris que les années 1830 allaient être vraiment le moment clé, on peut aussi faire une lecture de classe de tout ça. Les années 1830 et les régimes qui vont suivre, certains des régimes qui ont précédé aussi, avant la Restauration, c'est aussi l'avènement de la bourgeoisie. C'est aussi le triomphe de la bourgeoisie. Lecture de classe classique sur l'histoire politique française. Donc la lutte entre l'aristocratie, la bourgeoisie, voilà. La bourgeoisie réussit à l'emporter au XIXe, elle fonde une ère nouvelle. D'une certaine façon, en s'emparant des questions culturelles et en s'emparant d'abord des questions liées au patrimoine, que fait la bourgeoisie naissante ? Eh bien, elle crée une structure qui va surveiller, se surimposer aux biens immobiliers en France. Qui possède les premiers biens immobiliers avant que la bourgeoisie n'investisse de façon extrêmement puissante au XIXe siècle, en créant des nouveaux bâtiments? La classe d'avant, c'est l'aristocratie. Donc je ne dis pas là qu'il y a une institution de contrôle, mais c'est intéressant de voir qu'il y a finalement aussi des rapports de classe qui s'installent dans cette lutte autour du patrimoine. Ce n'est pas simplement l'animation du goût pour l'histoire du pays, ce n'est pas simplement le goût pour les vieilles pierres, en fait, qui anime ces politiques nouvelles. Il y a aussi des enjeux qui sont clairement, enfin à mon sens, des enjeux de classe. Le 19e permet de voir les deux fonctions essentielles en termes de politique culturelle. J'ai dit tout à l'heure que les termes étaient complexes, que culture c'était compliqué à aborder. Bon,
Les politiques culturelles, elles agissent sur 2 domaines, avec des variations en fonction des pays, des époques, mais retenez bien ça. Pour les étudiants, vous le retenez avec un coup de stabilo, un peu de rouge autour, éventuellement un petit dessin dans la marge. 2 fonctions principales. 1, assurer la conservation, l'art du passé, avec cette idée que si je contrôle finalement les politiques patrimoniales, je contrôle aussi une forme de discours sur le passé. Je choisis ce qui doit rester, ce qui doit disparaître. Je choisis les époques que je mets en valeur. C'est vrai à l'échelle du pays, mais bon, on peut aussi estimer qu'à l'échelle d'une commune, les choix dans le passé sont aussi des choix qui sont des choix très stratégiques. La façade du bâtiment dans lequel nous sommes, celle de l'ancien hôpital général, vous savez que garder ou pas la croix sur le bâtiment a été un enjeu. Voilà, ça a été un enjeu politique. Est-ce qu'on garde cette histoire-là ou est-ce qu'on la fait disparaître? Voilà. Allez lire les comptes rendus des séances du conseil municipal dans les années 80-90, quand le sujet émerge, et puis vous verrez qu'on ne plaisante pas sur ces questions, et on ne plaisante pas politiquement en fait. Donc évidemment, le passé, c'est un enjeu politique. Donc choisir tel ou tel bâtiment, c'est un enjeu politique. Donc l'art du passé, voilà, qui est une prise de pouvoir en fait sur le passé. 2, soutenir la création, l'art du présent. Voilà. Et ça, on va voir que soutenir cet art du présent, c'est une autre paire de manches, puisque les premiers concernés commencent par dire l'État, on peut très bien faire sans vous. Alors cette question-là, cette question de l'autonomie du champ littéraire et plus largement des champs artistiques, je vous propose de la prolonger à travers ces 2 ouvrages qui sont pour moi des ouvrages majeurs. Les règles de l'art de Pierre Bourdieu, Genèse et structure du champ littéraire. Et puis le second, Nathalie Hennick, La gloire de Van Gogh. Il y a un petit plaisir personnel à les afficher ensemble. Pierre Bourdieu est mort, vous le savez, pas Nathalie Hennick, mais on a affaire à 2 personnes qui se détestent, voilà, qui ont des approches très différentes. Mais c'est là aussi un des bonheurs de travailler sur les questions culturelles, c'est que finalement on croise sur sa route bien des grands penseurs du temps, quoi. Donc les règles de l'art et Nathalie Hennick, La gloire de Van Gogh, qui montrent très très bien la mécanique d'autonomisation du champ artistique. En fait, qu'est-ce qui se passe à partir des années 1880? Alors parfois, oui, j'insisterai sur les dates en insistant sur les siècles, aussi parce que dans la salle, il y a des étudiants dont la langue première n'est pas le français, et parmi les erreurs classiques, il y a ces questions de date. Donc, dans les années 1880, s'instaure donc un champ artistique qui repose sur une chose, la dénégation de la dimension économique. L'art est considéré comme devant relever de logiques qui sont symétriquement opposées à celles de l'argent. C'est le principe d'une espèce d'économie inversée. La valeur artistique, on pourrait presque en faire une règle mathématique, la valeur artistique est proportionnellement inverse à celle du succès commercial. D'accord ? Donc le champ littéraire et le champ artistique en général commencent à dire, voilà, le règne de l'argent, c'est pas pour nous. Et vous voyez finalement comment naît toute la mythologie autour du poète maudit, quoi, celui qui va vivre dans une mansarde, qui va écrire ses poèmes, qui va attraper la tuberculose, qui sera malédité, dont on va perdre les archives, ses tableaux vont être brûlés. Enfin, vous voyez, toute cette mythologie-là, en fait, voilà, elle trouve sa racine ici. Et puis, seconde opposition, l'artiste, non seulement il dit non à l'argent, mais il dit non aussi à l'État.
Et donc on voit, alors c'est ce qui est symbolisé dans, vous savez, toutes les querelles autour de l'art pompier, par exemple. Hein. On voit s'instaurer finalement une espèce d'aristocratie de la condition artistique, avec cette idée que si on est reconnu par l'État, bah, finalement, voilà, c'est qu'on n'a rien compris à l'art, d'une certaine façon. On est déjà perdu, en fait. Hein. Et donc on voit comment se créent des formes de distance avec toutes les formes d'académisme, et notamment avec celle que représente l'école des beaux-arts. Derrière les beaux-arts, il y a les pouvoirs politiques, donc pour toute une partie des artistes, c'est considéré comme quelque chose dont on doit nécessairement se détacher. Et puis il y a aussi l'idée, qui est très juste chez les artistes, que finalement, l'État, si on réfléchit un petit peu, il propose de donner de l'argent, mais c'est le même État qui surveille, c'est le même État qui censure. Au XIXe siècle, évidemment, la censure n'est plus la même que sous l'Ancien Régime, mais elle n'est plus la même parce que l'État n'est plus en capacité de censurer tout ce qu'il pouvait censurer au XVIIIe. C'est pas l'État qui devient généreux au XIXe siècle, c'est l'État qui prend d'autres façons de contrôler les productions de l'esprit. C'est très différent en fait. C'est un changement de philosophie. C'est pas la fin de la censure, c'est la mutation de la censure. C'est très très différent. Donc l'État, c'est aussi celui qui interdit. C'est aussi celui qui éventuellement envoie l'armée, la police, etc., etc. Donc pourquoi accepter finalement l'argent de l'État ? Alors l'État, il a quand même sa partie à jouer. Donc on a compris qu'il fallait qu'il manœuvre de façon habile avec les artistes. Et l'État va commencer à légiférer sur des questions culturelles. Et on va tout de suite comprendre quels sont véritablement les intérêts de l'État. En fait, des législations culturelles, alors on trouve les lois de préservation du patrimoine que j'évoquais tout à l'heure, donc au tout début de la Révolution française. Et puis, au XIXe siècle, on voit l'État qui pose quelques jalons sur un certain nombre de domaines. Et il aborde les questions culturelles à travers l'angle commercial. Première grande législation, ce sont les années 1840. Enfin, grande législation. Premières grandes actions de l'État, les années 1840. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux commerciaux dans le commerce du livre. Je le disais tout à l'heure, le commerce du livre explose en fait à partir du milieu du XIXe siècle, devient cette espèce de chose que les catholiques appelleront avec effroi des torrents de papier qui se déversent sur l'Europe. Mais l'État se dit, tiens, il y a un peu d'argent à faire dans tout ça quand même. Et donc, première législation, ce sont des accords bilatéraux, des accords commerciaux en fait, entre différents États européens pour contrôler ce qu'on appelle la contrefaçon. Vous savez que de la même façon que Internet suscite le streaming, et suscite surtout le piratage de biens culturels, chose que vous ne pratiquez évidemment pas. Le 19e invente le piratage des livres et des romans. Vous savez comment ils s'y prennent ? Les romans sont d'abord publiés dans les journaux, d'accord ? Donc pas en volume, et il y a des éditeurs, notamment en Belgique, qui recopient extrêmement rapidement ce qui a été publié dans les feuilletons et qui le sort en livre. Et qui le sort en livre pour ensuite le diffuser en dehors des frontières. Donc il y a des éditeurs belges qui font comme ça, par la contrefaçon, des petites fortunes qui évidemment, dont les bénéfices échappent à l'État français. Donc on légifère parce qu'il y a des sous, quoi. Voilà, faut qu'il y ait un intérêt pour légiférer. Même chose pour les premiers grands accords sur le cinéma, les accords Bloom-Burns. C'est pas une question culturelle en réalité, c'est une question économique. C'est pour ça que finalement on essaie de juguler en partie l'invasion des films américains. Bon, l'État fait aussi des choses importantes. 1902, c'est le premier statut juridique un peu solide de l'artiste. C'est pas mal ça. Mais le moment de rupture, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est celui-là. Ce sont les années 1930, avec
une convergence assez inédite. Je ne vais pas vous faire l'histoire du Front populaire, de 1936. On va simplement s'arrêter sur quelques éléments de 1936, parce qu'en 1936 s'invente une façon nouvelle de penser la culture. Bon, première chose d'abord, une chose agréable, la culture parle aussi de 1936. Je suis sûr que vous connaissez ce titre inoubliable. Alors, j'essaierai de ne pas faire une coupe trop nette, mais si vous ne m'en voulez pas, mais le morceau est un peu long. Et je maîtrise pas encore parfaitement la technique ici, mais je vous promets que j'essaierai de faire des coupes un peu plus propres pour la séance prochaine. Allô? Allô, James? Quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Martin? Quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Bon, je l'ai coupé propre cette fois-ci. Alors pourquoi je vous passe cette chanson de Ray Ventura, qui semble une chanson finalement assez badine? Pour une raison assez simple, c'est qu'en 1936, comment est-ce qu'on perçoit cette chanson d'une aristocrate qui finalement commence à être terrorisée par ce qui se passe sur son domaine, parce que justement plus rien ne va pour les possédants en 1936, qui voient avec effroi non pas la mort de la jument ou la destruction des écuries, mais qui voient avec effroi les classes populaires s'emparer du pouvoir politique. Alors, pourquoi 1936 marque un tournant? Parce que autour de l'action d'un ministre qui va être central en fait, sous le Front populaire, Jean Zay, Z-A-Y, pour que vous puissiez l'orthographier correctement, s'articule une politique culturelle qui va toucher tous les domaines. Et c'est ça qui est fascinant. Je le détaillerai un petit peu plus lors du prochain cours, mais on voit d'un seul coup un État qui s'intéresse à l'organisation des loisirs, c'est le titre du sous-secrétariat qui est donné à Léo Lagrange, sous-secrétariat à l'organisation des loisirs. On le voit s'intéresser aux livres, on le voit s'intéresser au théâtre, on le voit s'intéresser au cinéma, etc., avec une volonté qui va marquer très largement les politiques culturelles qui vont suivre, celle de démocratiser l'accès à la culture. Pourquoi 1936 ? Avec très largement à la manœuvre ici les militants communistes au sein de l'Alliance. Alors, ils ne sont pas au gouvernement, mais ils sont actifs dans les associations. Pourquoi 1936 et pourquoi je disais à l'introduction que finalement, ce n'est pas une invention du génie français. Qu'est-ce qu'on comprend en 1936 ? On comprend qu'il y a une crise politique majeure, les événements de 1934 avec les ligues d'extrême droite qui se font très visibles et qui menacent finalement la bonne marche démocratique. Donc on se dit, voilà, il faut de la cohésion nationale, ça doit passer par la culture. Et puis on comprend, dans les années 30, qu'il y a deux mastodontes qui sont en train d'apparaître sur la scène culturelle. D'un côté, les États-Unis,
quelle est la grande force des États-Unis qui apparaît dès les années 1920-1930 ? Utiliser la culture, une culture très simple en fait, qui passe par des symboles que tout le monde peut comprendre, par des personnages très simples, Charlot, Mickey, on les comprend sans les entendre, ils dégagent un espèce de dynamisme presque enfantin, mais ce n'est pas uniquement pour un public enfantin. Donc d'un côté, on a ça, voilà, les États-Unis utilisent la culture, ils font ce qu'on appellera nous dans les séances plus tardives du soft power, et de l'autre côté, il y a l'Union soviétique. L'Union soviétique qui entreprend dès 1917 un travail considérable de quadrillage de l'ensemble des activités artistiques pour les mettre à l'unisson de l'ambition révolutionnaire. Donc on comprend bien que ce n'est pas simplement la résurgence du centralisme culturel d'État en fait, dans les années 30. C'est pas ça. C'est un contexte mondial qui est en train de changer. C'est plus globalement le statut politique de la culture qui est en train de changer dans les années 30. Et ce sera vrai aussi dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je n'épilogue pas là-dessus, on aura l'occasion de revenir sur le Front populaire. Il y a une thèse magnifique de Pascal Horry, La belle illusion, sur ce moment, mais je l'utiliserai pour introduire la séance précédente. Bon, voilà pour le survol rapide, chronologique. Maintenant, quelques mots sur les mots que nous allons utiliser. Et je vous propose donc cette dernière partie. Je surveille en même temps. Ça va, on est à peu près dans les temps que j'avais prévus. Bon, je dis ça, c'est pas vrai en fait. C'est juste l'illusion de la maîtrise que j'essaie de vous donner. Donc, l'impossible définition de la culture. Alors, la question qu'on peut se poser, qui est très dure à résoudre, est-ce que ceux qui font de l'action culturelle, est-ce que ceux qui s'emparent de la culture au XVIIIe, au XIXe, sous le Front populaire, ont une idée très claire de ce que c'est que la culture? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes mots? La réponse, c'est non. Culture ne veut pas dire la même chose à toutes les époques et pour tout le monde. Au XVIIIe siècle, la culture a un sens, dans l'encyclopédie par exemple, qu'on prend en général comme étalon de la pensée du XVIIIe. Au XVIIIe siècle, la culture, elle désigne, au sens très strict, la formation, l'éducation de l'esprit. Et on comprend donc que les premières initiatives en matière culturelle un peu sérieuses, quand on essaie de les attribuer à un ministère, c'est le ministère de l'Instruction publique ou, après 1924, le ministère de l'Éducation. La culture est toujours au XVIIIe associée à autre chose. On parle de culture des sciences, de culture des arts, de culture des lettres. On ne parle pas de la culture. Voilà. On est obligé de la qualifier. Mais en réalité, c'est un terme secondaire. Le grand terme qui recouvre la réalité sur laquelle nous, on essaie de se pencher pendant ces séances, au XVIIIe, c'est civilisation. Voilà. Lisez l'encyclopédie, vous en trouverez des versions en ligne, vous pouvez télécharger ça sur le site de Gallica. Allez voir les entrées qui touchent au domaine culturel, allez voir comment on parle de la peinture, allez voir comment on parle de la littérature, et vous verrez comment ce mot de civilisation occupe finalement tout l'espace et sublime d'une certaine façon, enfin éclipse le terme de culture. Culture, avec un K, K-U-L-T-U-R, c'est le mot de l'ennemi en fait, c'est le mot des Allemands. Et culture en Allemagne ne veut pas du tout dire la même chose. Culture en Allemagne, c'est un mot dont s'empare la bourgeoisie à l'époque, dans sa grande lutte, que nous on peut qualifier de culturelle, mais c'est a posteriori qu'on la qualifie de culturelle, avec l'idée que la bourgeoisie veut faire la promotion de valeurs spirituelles, fondées sur l'art, sur la philosophie, allant à l'inverse des valeurs dites courtoises, donc de ce qui représente finalement l'aristocratie pour eux. On voit se dessiner
une ligne de partage. Là, je la situe entre la France et l'Allemagne. Mais en réalité, cette ligne de partage, elle va traverser toute la politique occidentale et elle va aussi traverser le monde des sciences humaines et sociales, entre deux visions. Une vision universaliste de la culture, on la voit ici, chez Renan, avant la culture française, la culture allemande. Notez qu'il ne respecte pas l'ordre alphabétique, ce qui permet de mettre français en premier. La culture italienne, il y a la culture humaine. Voilà. Donc ça, c'est la lecture, c'est la French touch, quoi, si vous voulez, dans la lecture de ce domaine qu'on appelle civilisation et qui va devenir pour nous culture. Donc pas une culture nationale, et bon, on comprend un petit peu pourquoi Renan fait cette mise au point dans les années 1880. On est en plein choc des nationalismes, et ce choc des nationalismes, parmi les territoires qu'il décide de traverser, il y a évidemment les productions culturelles. Comment les États se constituent-ils en Europe au XIXe siècle, autour d'un périmètre géographique, d'accord, autour d'une population, d'accord, mais surtout autour de l'unité de la langue, donc la culture, et autour d'un certain nombre d'œuvres qui sont des œuvres marquantes. Un exemple que l'on cite toujours pour l'unité italienne, vous savez que l'unité italienne qui se fait dans les années 1860, c'est pas une partie de plaisir. On a affaire à une mosaïque de populations qui ont des langues extrêmement diverses. Pinocchio, voilà. Pinocchio a beaucoup fait pour l'unité d'Italie, beaucoup plus que d'autres œuvres. Donc la culture, elle est là pour fabriquer l'unité. Donc c'est un enjeu politique fondamental. Et donc l'idée est de commenter la culture de l'autre, éventuellement de pilonner la culture de l'autre. Et au même moment où parle Renan, on crée dans les universités françaises des chaires de littérature étrangère. Pourquoi ? Parce que ça permet de singulariser la culture de l'autre et donc de renforcer finalement ce qui fait notre singularité. Il y a tout un jeu, j'allais dire subtil, mais en réalité il n'est pas très subtil au XIXe siècle, donc il y a tout un jeu de définition de soi à travers la caricature de la culture ou de la langue de l'autre, en fait. Ce jeu-là, vous le connaissez très bien, c'est le jeu qui fait encore aujourd'hui le lit des racismes. Donc voilà, cette ligne de partage, on en voit encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, les ressacs dans la façon dont le président de la République peut s'exprimer en France. Tweet d'aujourd'hui, voilà, la France est un pays qui porte l'universalité dans ses gènes. Les Françaises et Français de l'étranger participent de ce destin. Bon, c'est toujours compliqué de décoder clairement la parole d'Emmanuel Macron, donc je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Simplement, notez juste qu'il y a des formes quand même de continuité. L'universalité dont parle Macron, c'est ce que Renan appelle en 1882 la culture humaine. Et c'est une vision très française. Alors c'est une vision très française, en même temps, c'est une vision à double tranchant. C'est-à-dire que la France va se faire à travers les alliances françaises, par exemple, qui se créent à la même époque à laquelle Renan parle. La France va se faire finalement le porte-voix d'une culture universelle, mais qui doit quand même tenter de s'exprimer autant que possible en français. D'accord ? C'est-à-dire on est pour l'universalisme, mais il faut quand même que ça passe par notre langue à nous. Voilà. Bon. Je ne reviens pas, certains étaient là pour la conférence de Jean-Noël Jeannet, c'est un petit peu ce dont il a parlé. Donc, au-delà des questions politiques, la culture devient aussi un enjeu scientifique majeur, et il le devient notamment avec les poussées de l'ethnologie, les poussées de l'anthropologie, que découvrent finalement les premiers anthropologues, eh bien qu'il existe des cultures, voilà, des cultures différentes. Ils s'intéressent à la culture, les anthropologues. Chez les anthropologues, il y a là aussi différentes façons de classer. Il y a la vision universaliste, et puis il y a l'idée qu'on aurait des stades plus ou moins avancés de culture. Vous voyez, toujours ce problème des Européens à
tenter de trouver une construction qui fait qu'ils sont au sommet de quelque chose. On trouve ça aussi, évidemment, dans l'anthropologie. Là encore, je ne m'étends pas là-dessus. On pourra discuter au moment des questions de l'apport majeur des anthropologues. Un dernier penseur que je souhaite évoquer ici, c'est évidemment Gramsci, avec un concept clé qu'il découvre dans les prisons italiennes, c'est celui d'hégémonie culturelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire tragique de Gramsci, qui est enfermé pour ses idées, qui est enfermé parce qu'il a trop d'idées, mais qui va être extrêmement actif intellectuellement lorsqu'il sera en prison, et seront publiés, une dizaine d'années après sa mort, ces fameux carnets de prison, que je vous engage aussi à lire. C'est une pensée extrêmement moderne, et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui encore, beaucoup mobilisent les concepts de Gramsci. Alors je vais essayer de résumer, sans trop trahir Gramsci, sa pensée. Mais il commence à se faire tard, donc je vais essayer de faire simple. Gramsci se pose une question très simple. Pourquoi? Il se pose la question voilà, dans sa prison. Je ne vous fais pas pleurer, hein, mais il est tuberculeux, il va mourir, bon, c'est compliqué. Hein. Et donc c'est un militant, et il se dit, mais pourquoi finalement, pourquoi il n'y a pas de révolution en Europe? Pourquoi les conditions terribles dans lesquelles le capitalisme a plongé les populations européennes, pourquoi ça ne les pousse pas à se révolter? Et relisant Marx, relisant Le Capital, bon, normalement c'est écrit, hein, les peuples devront, enfin mécaniquement, le capitalisme va créer des prolétaires, va créer de la misère, fatalement ils seront animés par des idéaux révolutionnaires, ça va venir. Gramsci, dans sa prison italienne, dit en fait c'est pas venu du tout. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il forge ce concept d'hégémonie culturelle. Et il dit l'hégémonie, donc l'hégémonie d'une classe dominante hein, sur le reste de la société, et donc l'hégémonie de la bourgeoisie pour Gramsci, l'hégémonie, c'est l'addition de la capacité à contraindre, donc la force militaire, la force armée, donc l'addition de la capacité à contraindre et de la capacité à convaincre. Autrement dit, il existe quelque chose qui serait de l'ordre, je reprends ces termes, hein, d'un front culturel. C'est ce qu'il appelle la guerre d'opposition, celle qui passe par les journaux, celle qui passe par les écrits, la bataille des idées en fait. Donc ce que dit Gramsci, c'est que la bataille des idées, on l'a peut-être perdue à ce moment-là, et deux, il faut la mener. Parce qu'il n'y a pas que les questions économiques qui permettent de comprendre les sociétés. Alors évidemment, dans les années 30, Gramsci, l'école de Francfort aussi, ils ont sous les yeux des régimes qui mobilisent la culture et qui la mobilisent à des fins politiques, idéologiques. Hein. C'est l'Italie, c'est l'Allemagne. Mais si on lit bien Gramsci, ça fonctionne aussi pour les démocraties occidentales, qui aussi, d'une certaine façon, mènent une guerre culturelle. Dernier concept, pour revenir sur notre sujet de départ, je citerai ici Pascal Horry, qui nous fournit lui aussi, comme Vincent Dubois, un outil extrêmement puissant pour penser nos sujets. Pascal Horry, O-R-Y, il parle de la culture régie. Il dit, voilà, il y a deux cultures. Il y a la culture vécue, qui est un système d'image plus ou moins conscient, hein, voilà, la culture vécue, et la culture régie, R-E accent aigu, G-I-E. La culture régie, c'est, je cite Pascal Horry, l'ensemble des actions culturelles organisées dans le cadre de la cité. Et il ajoute un peu plus loin, ces actions visent à transformer la cité par le biais du culturel.
Donc il n'y a pas simplement la culture qu'on vit et qu'on aime, il y a aussi la culture qui est entre les mains du pouvoir. Et si elle est entre les mains du pouvoir, Horry, c'est pas un agitateur, d'accord. Voilà, on n'est pas tout à fait sur le même spectre politique que Gramsci. Mais voilà, il a ce constat-là. Voilà, la culture, elle est là, elle est aux mains des puissants pour tenter de transformer la société. Bon, c'est cette culture régie, elle sera donc au cœur de nos préoccupations pendant les 5 semaines qui vont suivre. Nous verrons donc ce qui se passe plus précisément en France. Donc séance 2, séance 3. Nous essaierons de comprendre comment d'autres systèmes fonctionnent, d'autres systèmes de culture régie. Séance 4, séance 5, où on parlera un petit peu de l'Angleterre, on parlera des États-Unis, on parlera de l'URSS. J'essaierai de parler de la Chine un petit peu aussi, qui est en train de s'installer comme un acteur majeur de ce qu'on appelle le soft power. Puis on verra que finalement, on peut trouver des distinctions entre l'action culturelle à la française et puis ce qui peut se passer dans d'autres pays, mais on a un ensemble dans la deuxième moitié du XXe siècle qui est un ensemble finalement assez homogène de formes de l'action politique en matière de culture. Je termine avec quelques indications bibliographiques. Et puis ensuite, on aura un quart d'heure pour les questions. Donc, je mettrai toujours une bibliographie à la fin. Vous arrivez à la lire? Oui, ça va, c'est lisible. Avec les principaux ouvrages que j'aurai cités pendant le cours. Je vous laisserai le temps de les noter. 2 manuels peut-être incontournables si vous voulez revenir sur des choses que j'ai pu raconter ou anticiper des choses que je raconterai la semaine prochaine. Vincent Dubois, La politique culturelle, Philippe Poirier, L'État et la culture en France au XXe siècle. Ce sont 2 historiens extrêmement sérieux et 2 ouvrages qui sont plutôt agréables à lire. Je vois qu'il manque une référence, Pascal Horry. Vous pouvez la noter, je parle aux étudiants, La belle illusion, qui est l'édition de sa thèse d'État sur la politique culturelle du Front populaire, et qui est forcément un exemplaire quelque part ici. Pour le reste, vous voyez que les références, en fait, elles obligent à aller au-delà des historiens. Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, sur l'État, bon ça c'était juste pour... s'y aller voir quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Si la question de Mozart vous a intéressé tout à l'heure, allez voir Norbert Elias, peut-être plus que Becker. Mozart, sociologie d'un génie, c'est un ouvrage qui n'est pas très épais, mais qui permet de saisir très vite beaucoup de choses. Et puis, j'ai mis une référence web, c'est celle-là. En fait, ce sont des archives en ligne. Il y a des vieilles revues du ministère de la Culture que vous pouvez consulter. Bon, c'est des archives que je vais utiliser très largement. Il y a un historique du ministère qui est pas mal fait, mais qui est un historique très factuel, comme toujours ce qu'on trouve sur Internet. On ne trouve jamais d'analyse. Et c'est plutôt ça, j'espère, qui va nous réunir. C'est pouvoir parler d'analyse plutôt que de parler des faits. Et plus largement, je vous engage à piocher sur YouTube, à aller voir les historiens qui sont actifs sur Twitter aussi, qui font des choses vraiment merveilleuses dans cette grande entreprise de démocratisation des savoirs savants, avec des outils différents de ceux qu'utilisait Foucault il y a 40 ans, pas forcément avec le même talent, mais avec la même envie de transmettre. Voilà pour aujourd'hui, et je vous propose de passer aux questions. Je suis sûr que quelqu'un va accepter de s'emparer du micro qui est dans le coin et de le balader si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions d'abord ou pas ?
Alors, je vous promets, je ne ferai pas de chantage à la question. Hein. C'est-à-dire que je ne ferai pas une crise si je n'ai pas de questions et je ne vous empêcherai pas de sortir si vous ne posez pas de questions. Mais voilà, je vais peut-être aller vite sur un certain nombre de choses. Il y a peut-être des choses qui, pour vous, méritent discussion. Pas de questions une fois. Pas de questions deux fois. Bon, j'espère que je ne vous ai pas assommé et j'espère vous revoir pour la deuxième séance. Merci. Si vous êtes très timide et vous préférez me poser des questions de manière privée sur le coin de la table, ça me va aussi.